Si je viens te voir aujourd'hui, c'est vraiment parce que j'aimerais que tu nous aides à faire le meilleur, et j'ai pas peur du mot, le meilleur pain au chocolat, le meilleur croissant, parce que c'est la même chose, c'est pâte levée feuilletée. Donc en fait, je viens te voir pour qu'on fasse le meilleur pain au chocolat, le meilleur croissant à la maison grâce à tes conseils, ton savoir. Voilà, que tu nous dises vraiment tout, mais par contre, on veut tout savoir, tout, mais ça vraiment... Ça a coûté cher, là. Mais c'est pas grave, on est tous prêts à payer, je suis sûre que là, ils sont tous prêts à payer parce qu'on veut vraiment tout savoir. Et d'ailleurs, tout ce que tu vas nous apporter, ça peut aider et les particuliers à la maison, les professionnels qui débutent, par exemple, dans le métier, et aussi ceux qui vont passer le CAP. Ben surtout parce qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent souvent. Parce qu'il y a toujours les mêmes questions qui reviennent souvent, et là on a the best of the best qui va répondre à toutes nos questions. Bon, ben c'est génial, c'est super. Monsieur, pourquoi vous êtes venu acheter les chocolatines de la maison La Grue? Parce que j'en entends parler depuis longtemps et j'ai bien envie de les goûter. D'ailleurs, je vais y aller pour le déjeuner et goûter tout ça. Pain au chocolat? Ah, chocolatine? Non, pain au chocolat. Chocolatine? Non, pain au chocolat. On peut dire les deux. On peut dire les deux? Bon allez, on va dire les deux. Oh, bon. Pas mal, pas mal. Bon appétit. Hein. C'est une tuerie, mais vraiment, c'est une tuerie. Donc tu es le champion du monde de la chocolatine. Tout à fait. Qu'est-ce que tu as fait ce matin alors? Des chocolatines, toujours des chocolatines. Encore des chocolatines? Des chocolatines, tout le temps des chocolatines. Le champion du monde qui a, comme tous les candidats, œuvré tout au long de la journée pour faire du beau travail. Le champion du monde s'appelle Sébastien La Grue. Bonjour Sébastien. Salut Aïda. Merci beaucoup de me recevoir, ça c'est super sympa. C'est un plaisir. Vraiment, je tiens à dire que quand je t'ai appelé, tout de suite, tu m'as dit j'adore partager. Dans le partage. Oui, merci beaucoup. Si je viens te voir aujourd'hui, c'est parce que tu es le champion du monde de la chocolatine. C'est ça. Ou du pain au chocolat. Comment tu veux qu'on dise? Franchement, on peut dire les deux. Si on est à Toulouse, ils vont vouloir chocolatine. On dit, enfin, il y a plein d'appellations parce qu'on s'est arrêté sur chocolatine, pain au chocolat, mais il y a énormément d'appellations. Mais toi, tu préfères quoi? Moi, je vais dire pain au chocolat. Moi, je vais dire chocolatine parce que je suis dans le sud-ouest. Mais moi, je suis à la base, je suis de Rouen. Dis les deux. Toi, tu dis chocolatine et moi, je dis pain au chocolat. Comme ça, tout le monde est content. Exactement. Allez, on va faire ça. Cette compétition qui a été faite par la Ligue fraternelle des artisans a vraiment mis en avant le travail du tourier. Donc, on est resté sur un produit pain au chocolat, chocolatine, parce que c'est quand même l'emblème de la France. Mais ouais, je suis inscrit au meilleur brouillé de France. D'accord. Donc on va essayer de tout donner. Donc là, c'est un concours dans notre métier qui permet... Alors là, c'est vraiment qui met en avant le métier de boulanger, parce que moi, c'est le meilleur brouillé de France boulangerie. On va essayer de donner tout, et puis il faut avoir 16. 16 sur 20. Et on a le titre, on a le peu blanc rouge. Waouh. Donc là, c'est dans notre métier. En tout cas, moi, à 47 ans, ça me fait rêver. Mais bon, c'est un titre qui fait rêver, quoi. C'est vraiment l'accomplissement de notre métier. C'est le plus haut grade, on va dire, dans notre métier. Un des meilleurs brouillés. Attention, mesdames et messieurs, on est avec the best of the best. Hein. Enfin, donc, on va essayer. Donc, si je viens te voir aujourd'hui, c'est vraiment parce que j'aimerais que tu nous aides à faire le meilleur pain au chocolat, le meilleur croissant, parce que c'est la même chose, c'est pâte levée feuilletée. Pâte levée feuilletée. Donc, pour ceux, juste entre parenthèses, pour ceux qui sont débutants, on l'appelle pâte levée feuilletée parce qu'on met de la levure dans la pâte et on fait un tourage. Voilà, en fait, pour faire du feuilletage. C'est comme du feuilletage, on va dire presque c'est comme, sauf que là, on met de la levure, donc on met un ferment. Donc là, ça va lever et feuilleter en même temps. Voilà. Donc en fait, tu viens de voir pour qu'on fasse le meilleur pain au chocolat, le meilleur croissant à la maison grâce à ton savoir,
voilà, que tu nous dises vraiment tout. Mais par contre, on veut tout savoir, hein, tout, mais ça vraiment. a coûté cher là. Parce qu'on veut vraiment tout savoir. Donc tu vas voir, restez bien avec nous jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vraiment poser des questions. On va essayer d'aller loin dans les questions, dans les détails. Et d'ailleurs, tout ce que tu vas nous apporter, ça peut aider et les particuliers qui veulent se performer à la maison, les professionnels qui débutent, par exemple, dans le métier, et aussi ceux qui vont passer le CAP. Ben ouais, surtout parce qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent souvent. Parce qu'il y a toujours les mêmes questions qui reviennent souvent, et là on a the best of the best qui va répondre à toutes nos questions. Juste avant de commencer donc tout ça, je vais te poser plein de questions, on va aller étape par étape. Est-ce que juste tu peux en quelques minutes te présenter, parce que nous on veut savoir qui est Sébastien Lagrue, le champion du monde du pain au chocolat. Eh ben moi j'ai 47 ans, bientôt, hein, j'ai 46 encore, au mois de mars j'ai 47. Non, on va dire 47 ans, voilà, je suis né à Rouen, donc à la base je suis normand. D'accord. Je suis arrivé ici dans les Hautes-Pyrénées à l'âge de 17 ans à peu près. J'ai accompagné ma femme qui elle est boulangère pâtissière comme moi. On a travaillé, on a repris le flambeau de ses parents et de son grand-père qui a créé ça en 49. D'accord. Donc en fait nous on est la 3e génération dans la boulangerie. Et aujourd'hui j'ai mes fils avec moi, donc 4 générations. 4e génération. Et moi je suis CAP, tout à fait, j'ai envie de dire banal, mais voilà, le CAP boulanger. Après j'ai mon CAP pâtissier, confiseur, chocolatier, glacier. Et j'ai fait pas mal, ce qui m'a vraiment fait grandir, je trouve, dans le métier. Enfin, c'est pour ça que souvent je le dis à des jeunes et tout ça, c'est les formations. C'est parce que c'est vrai qu'on apprend les bases, mais après les formations, les rencontres. Moi j'ai fait énormément de rencontres décisives dans ma vie, qui m'ont conforté dans ce que j'aimais ou qui m'ont vraiment montré la voie, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment ça, c'est les rencontres. Il y a des rencontres comme ça qui sont déterminantes dans une vie, on va dire. Quand je suis arrivé dans l'entreprise de mon beau-père c'était vraiment son fer de lance. Il était vraiment toujours fait de la viennoiserie maison. Les gens à chaque fois vraiment appréciaient sa viennoiserie. Mais moi, j'ai voulu aller plus loin. Et toi, c'est vraiment le pain au chocolat qui... Moi, c'est vraiment tout ce qui est pâte levée feuilletée, tout ça, c'est tellement magique, c'est feuillé. C'est vraiment ça que tu aimes faire. Ouais, moi j'adore. Qu'est-ce qui t'attire vraiment là-dedans? C'est la créativité du... Ah, d'accord. On peut tellement créer de choses avec un bout de pâte, quoi. Oui, d'accord. Bon, en pain aussi, mais c'est vrai que je suis plus amoureux du tourage, il y a une perfection, il y a quelque chose... On peut faire des formes complètement folles. Alors là, on va passer à la première question, juste avant de faire le tour de la recette et de tout comprendre de la recette, du procédé aussi, qui est super important dans la recette, etc. J'aimerais parler des critères. Donc, je veux savoir, est-ce qu'il y a vraiment des critères? Par exemple, un jour, on m'a dit il faut tant de nombre de tours sur le croissant de chaque côté. Ouais, je sais pas. Enfin, ouais, ça, je l'ai déjà entendu, 5. Oui, 4 ou 5, sinon, c'est pas un croissant, par exemple. Ouais, alors moi, je sais que, par exemple, quand j'ai commencé dans le métier, quand on les faisait à la margarine, on les faisait avec une courbés. Forme de lune, voilà, de demi-lune. On les courbait, ce qu'on appelle les croissants courbés. Et les croissants pâtissiers, donc quand j'étais en pâtisserie, parce qu'on faisait en alternance, là c'était pur beurre, et on les faisait droit. Et c'est vrai que moi je me rappelle dans mon village en Normandie, quand j'allais chez mon boulanger, il y avait les croissants courbés ordinaires, on les appelait, les croissants ordinaires, et les croissants pâtissiers, parce qu'on ne disait même pas pur beurre, on les appelait les croissants pâtissiers, qui étaient droits. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça a complètement disparu, ça. On a laissé place à ce croissant long pour une simple et bonne raison. C'est que les industriels l'ont mis en avant. Oui. Parce que faire des courbés, c'est impossible pour un industriel. D'accord. Enfin, c'est pas que c'est impossible, tout est possible. Oui, mais c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, c'est plus cher, c'est plus... je sais même pas s'ils en font, honnêtement. Ouais. Parce que moi, je travaille pas, mais c'est vrai que du coup, c'est un gain de place dans le congélateur, c'est très rapide à fabriquer. Ouais. C'est vrai que de faire un courbé, un beau courbé, par exemple, on parlait du meilleur ouvrier de France, on doit faire, nous, des croissants courbés au meilleur ouvrier de France. D'accord. C'est obligatoire. C'est le vrai croissant. Et pourquoi? Parce que c'est le vrai croissant. Parce que moi, c'est ça que je recherche. On va dire que c'est la forme originelle. Le traditionnel, le vrai, la forme traditionnelle. La forme originelle, elle est là. D'accord. Les industriels, eux, c'est droit, quoi. D'ailleurs, ça m'amène à te poser la deuxième question. Moi, quand je rentre dans une boulangerie, est-ce que tu as des petites astuces à nous donner, des petites techniques pour tout de suite reconnaître le vrai croissant
ou pain au chocolat artisanal du croissant ou pain au chocolat surgelé. Est-ce que d'un premier coup d'œil, on peut comme ça tout de suite voir? J'ai envie de dire déjà, s'il y a des courbés, là déjà, on peut déjà dire que là, on est sur de l'artisanal. D'accord. Parce que c'est très rare quand même d'avoir des croissants congelés, même si ça doit peut-être exister, parce qu'honnêtement, Bah, tu vois, ça, je le savais pas. Ouais, mais c'est vrai que déjà, le courbé, c'est déjà quelque chose technique. Après, c'est vrai que malheureusement, j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, même dans les émissions, on l'a déjà vu, ça, des tests à l'aveugle et tout, c'est quand même assez dur aujourd'hui. C'est de plus en plus compliqué, quoi. C'est compliqué parce que ils ont quand même avancé dans la performance de faire des croissants. Si on prend un croissant congelé de bonne qualité, visuellement, ça va être compliqué. Moi, je vais le voir parce que T'as l'habitude, hein? J'ai vraiment l'habitude de le voir, mais et encore que je pourrais vraiment me faire avoir. Donc visuellement, on peut difficilement, mais par contre gustativement... Gustativement, il n'y a pas de photo, parce que gustativement, on n'a pas cette mâche. D'accord. Il y a une mâche quand même bien garnie dans un croissant maison qu'on n'a pas sur un croissant congelé. C'est que de l'air, et ça, c'est vrai que c'est pas faux. Le problème, c'est qu'il y a tellement d'additifs. Ouais. Parce que, bien sûr, beaucoup de ces croissants congelés sont fabriqués en Roumanie. Donc il faut imaginer que pour venir de Roumanie à chez nous, c'est pas anodin, quoi. Je veux dire, nous, quand on fait des croissants congelés, si on met un petit améliorant, parce que bien sûr, il ne faut pas se cacher, on peut mettre un petit améliorant pour garder en congélation, si vraiment on veut travailler en congélation. Ça existe pour nous artisans. D'accord. Mais ça reste minime, enfin voilà quoi. Mais là, quand ils font des voyages comme ça, il faut bien que... Donc c'est bourré d'additifs, et malheureusement, on est venu dans l'excès, j'ai envie de dire. Et c'est bien dommage, parce qu'on est venu, finalement, on est parti dans l'excès de se dire, ah, tiens, moi je suis allergique au gluten. Là, oui, c'est ça. Et là, moi j'entends beaucoup, et alors des fois, c'est une éducation, mais j'entends beaucoup de personnes qui me disent, ah non, moi je veux pas de croissant, parce que j'ai du mal à les digérer. Alors quand j'entends ça, des fois je dis, mais je pousse la personne à goûter les miens, en disant, mais franchement, goûtez-les, vous verrez. Et c'est vrai que ça me fait plaisir, parce que souvent ils reviennent en disant, oh, mais j'ai pas eu du tout mal à l'estomac. Beaucoup de boulangers reviennent. Oui, de plus en plus. Attention, parce que là, je vais me faire des ennemis. Mais justement, moi, je fais beaucoup de formations, et beaucoup de boulangers veulent refaire de la... Quelqu'un qui va acheter ça, parce que généralement ça tourne entre 20 et 25 centimes, le pain au chocolat, enfin la chocolatine, moi je suis déjà à 35 centimes. Ah oui, d'accord. Je peux être à 25-30, mais voilà, moi je suis sur une label rouge, avec du Lescure, c'est un beurre AOP, donc dès lors où on met une qualité de produit, le prix n'est pas le même, et alors j'ai envie de dire, après, il y a la main d'œuvre. Quand tu as fait ton concours, les juges, ils se sont basés sur quels critères pour sélectionner le meilleur pain au chocolat au monde? Alors, sur quels critères? Eh ben justement, c'est souvent le critère, justement, la mâche, le bon goût de beurre. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on recherche dans un croissant? C'est vraiment le croustillant, on va dire. Souvent, c'est ce qui revient, mais c'est ce qu'on recherche. Hein. Le croustillant, un goût de beurre limite un peu noisette. Parce que c'est vrai que si on prend comme moi le beurre Lescure sans faire de... Mais c'est vrai que c'est un beurre AOP où on a vraiment un goût de noisette et qu'on n'a pas forcément avec un autre beurre d'une laiterie. Il y a certains beurres où on va avoir plus le goût de lait ou de crème. C'est vrai. Et la mie, elle doit être comment à l'intérieur? Elle doit être filante ou pas forcément? Elle doit être... Un peu brillante, légèrement brillante, et puis voilà, bien beurrée au final, parce que tout se concentre là, quoi. Et les alvéoles, ils doivent être grands, petits? Alors ça c'est au choix de chacun, c'est vrai qu'il faut que ça soit, moi j'aime bien que ça soit quand même charnu, j'ai envie de dire, il faut qu'on ait une bonne mâche bien charnue, donc il faut pas qu'on ait de l'air quoi, mais il faut un alvéolage, j'ai envie de dire irrégulier mais assez présent quand même, qu'on ait quelque chose de bien, mais c'est vrai que du coup on va dire que c'est les critères principaux. De palais quoi. Bon le chien là, hein? Oh. Donc j'ai un bulldog français qui est très expressif. Ouais, voilà. Il adore les croissants aussi et les pains au chocolat. On va dire qu'un croissant, ça se situe entre le minimum, vraiment. En pâte crue, hein, on parle en pâte crue, c'est ça? En pâte crue, généralement, on va perdre à peu près entre... Alors ça dépend du four. D'accord. Parce que ça mais dépend. Je veux dire en pâte crue, quand on façonne, quand le triangle, avant de rouler le croissant. Un croissant, il faut qu'il soit à 75 grammes. On est bien. Avant de le rouler. Voilà. Enfin, avant 75-80 grammes. Franchement, c'est pas choquant parce qu'on perd généralement entre 8 et 10 grammes. D'accord.
Alors ça dépend. Parce que moi, à la maison, j'ai essayé du 75-80. Alors, pour la maison, je trouve que c'est un peu gros, quoi. C'est un peu grand. Moi, j'aime bien du 60-65. Voilà. Donc après, en CAP, c'est quoi, par exemple Généralement, c'est 65-70 grammes, ouais. Ouais, en CAP, 65-70. Parce qu'on part sur, c'est pas dur, on part sur 700 grammes de pâte. D'accord. À peu près, on va dire 200 grammes de beurre. Donc on est sur 900 grammes de masse pour faire 12 pièces. D'accord. Et si on divise 900 par 12, ça fait à peu près 75 grammes. Et comme il y a des chutes et tout, on va être à peu près sur du 70 grammes. Donc on va vraiment être sur du... Pour moi, dans mon entreprise, ça serait petit, mais là, on est sur du 60... cuit, on va être sur du 62 à peu près. Donc, généralement, c'est ce qui... Pour les entreprises, donc toi, tu préconises plutôt un pâte crue. Ouais. Par exemple, moi, pour faire des formations, j'en fais un peu partout. Ouais. C'est souvent vrai, en centre-ville, on a tendance à être sur du 60 grammes. D'ailleurs, les croissants qui sont vendus surgelés, bien souvent, ils font 55 grammes. Quoi. Ah ouais, d'accord. 55-60 grammes. Donc, pour une entreprise, 60 grammes, c'est bien? Cru, cru, moi, par exemple, chez moi, je suis à 75. Ah oui, mais toi, les tiens, ils sont énormes, quoi. Hein. Alors, c'est la campagne. Mais c'est énorme, c'est la campagne. Mais c'est vrai qu'en centre-ville, je pense que quand même, il faut pas oublier quand même qu'un croissant aujourd'hui, c'est généralement 1 euro. Moi, je pars du principe quand même, 1 euro, c'est le prix d'une baguette. Donc, c'est vrai que ça devient un produit de luxe. Hein, il ne faut pas se cacher. Et c'est vrai que bon, 70 grammes, je pense que c'est pas mal cuit. C'est bien. C'est un beau produit. 70 grammes cuit, donc cru. On va dire, allez, 70 grammes, entre 60 et 70 grammes cuit, on va dire cru, ouais, c'est dans les 70, 75, 80. D'accord, donc on va dire entre 70 et 80 cru, c'est bien. Ouais, je pense que c'est pas ça, mal. Pour une entreprise. Pour un croissant, moi ça me paraît bien en tout cas. Et en chocolatine, chocolatine pas au chocolat, je pense que là on peut aller maxi 80 grammes. Mais là, on est sur une belle bête. Mais c'est vrai qu'au final, moi, je pèse rarement. Parce que moi, je suis sur une taille, en fait. Une chocolatine, en fait, chocolatine pas au chocolat, c'est 15 cm de haut sur 8. Ça, pour toi, c'est le meilleur taille. C'est la taille. Le poids, lui, va changer par rapport à l'épaisseur qu'on fera. Mais toi, ton épaisseur, c'est 4 mm. Moi, j'aime bien 4 mm. Voilà. Mais il y en a, j'ai été en entreprise où on fait du 3. J'en ai même vu à 2,5. Mais alors là... pour moi, c'est plus possible. Ouais. Je pense qu'entre 4 et 3,5, voire 3,3... C'est bien. Parce que même 3,3, on peut. Hein. Il y a vraiment un changement entre, par exemple, 3,3 et 4 ou 3 et 3,3 c'est... Visuellement, oui. Parce qu'on va... Moi, je vois souvent, on me dit « Oh, vous avez des superbes feuillets, tout ça. » Mais justement, parce que je prône le 4 mm. Pour avoir des beaux feuillets. Mais après, puis ça aussi sur le tourage, parce que là aussi, il y a énormément de tourage, de façon de tourer les choses. Oui. Donc là, on monte les feuilles. Mais c'est... Ouais, en fait, il y a tellement de petits paramètres comme ça qui peuvent changer le visuel. Parce que je peux faire du 4 mm, mais si à côté de ça, j'ai fait 3 tours simples, j'aurais plus du tout le même visuel que si je fais un tour simple et un tour double. Oui, bien sûr, il y a une différence. Là, tout change par rapport déjà au tourage. Ouais, mais toi, le meilleur, c'est quoi? C'est tour double, tour simple? Alors, j'ai pas vraiment de meilleur. Moi, ce que je fais tous les jours, c'est un tour double, un tour simple, parce que j'ai calé ma gamme normale. Mais suivant après ce que je vais rechercher, ce que je vais travailler, je peux changer. Mais c'est très rare que je change parce que je suis tout le temps sur mon truc. Du coup, beaucoup se posent la question, pourquoi un tour double, pourquoi un tour simple? Le tour double, ça apporte quoi en plus par rapport au tour simple? En fait, c'est le nombre de feuilles. En fait, on va déterminer un nombre de feuilles. Et là, par exemple, si on fait un tour simple plus un tour double, en nombre de feuilles. Alors moi, je parle parce qu'il y a beaucoup de calculs là aussi. Oui, là aussi, c'est... Mais moi, je parle de feuilles. Voilà. Moi, je parle de feuilles, c'est-à-dire pâte, beurre et pâte. Parce que au final, c'est... Il y en a qui comptent pas le beurre, il y en a qui comptent pas la pâte. Bon, moi, je compte tout. D'accord. Là, sur un tour simple, un tour double, on est sur 25 feuillets finis. C'est-à-dire qu'on a vraiment un bouquin de 25 feuillets. Donc 25 feuillets pour un tour double, un tour simple. Voilà. Si on fait 3 tours simples, on a combien de feuillets? 3 tours simples, 55 feuillets. Donc on n'est plus du tout dans le même... D'accord. Alors ça va avoir une incidence sur le goût et sur le feuilletage. Alors justement, plus on a de feuillets, plus on a de feuilletage ou le contraire? Alors justement, on a moins... c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est qu'on va pas avoir plus de feuilletage.
mais on va avoir plus de concentration du beurre Alors, attends. dans la pâte. On va pas avoir plus de feuilletage si on C'est-à-dire que a ça- plus de feuillets? Non. Non, parce que en fait, D'accord. visuellement, le tour simple et le tour double va plus se voir visuellement, puisqu'on va avoir parce qu'au final, le beurre, quand il va fondre, Oui. il va dégager, il va fondre, Oui, oui. on va garder vraiment que la pâte. D'accord. Et visuellement, le tour simple et le tour double, 25 feuillets, on va le voir visuellement, vraiment Oui. bien le voir. On va plus le voir. Voilà. Est-ce que ça sera plus épais? Non, ou pas forcément? Bah, disons que la Oui. pâte est beaucoup plus épaisse Ouais, c'est virtuellement. ça, c'est ça. Donc Si- quand le beurre va fondre, on voit. Voilà. Donc en fait, est-ce que je peux dire que c'est quasiment le contraire? C'est-à-dire moins on a de feuillets et plus on feuillette. Oui, Pas vraiment. sauf si, par exemple, je voulais exagérer et que je prendrais mon 3 tours simple et que, au lieu de l'étaler à 4 mm, je l'étale à 6 mm, Oui. visuellement, j'aurais le même résultat. Bien sûr. Mais si on reste sur du 4 Mais si on reste sur du 4 on fait mm, tout ah pareil. bah, c'est presque, j'ai envie de dire, si on réfléchit, c'est presque logique. Si on prend un bouquin Oui, qui a 55 feuilles et un bouquin qui a 25 feuilles et qu'on l'étale à la même épaisseur, on voit plus les 25. bah, on verra plus les Ouais, 25 feuilles. ouais, super. Parce Ah, que- super l'exemple. Mais oui, mais Ça- c'est- ça- là, vraiment, on voit. on Visuellement, comprend mieux, quoi. et c'est vrai que souvent, des fois, on me dit, ouais, moi j'ai fait plus de tours pour avoir plus de feuilletage. C'est pas forcément vrai. Par contre, ce qui est vrai, c'est que le 3 tours simple, vu que le beurre est beaucoup plus concentré dans les feuillets, puisqu'on a vraiment concentré, le beurre est beaucoup plus mélangé, D'accord. on va avoir des alvéoles beaucoup plus petites, Oui. déjà, Oui. beaucoup plus concentrées, et on va avoir un croissant qui va être, pas de la brioche, hein, on en est Ouais. loin encore, mais qui va être beaucoup plus concentré dans la mie et tout ça, et on va avoir un croissant qui se conserve beaucoup plus longtemps. D'accord. Donc en fait, ça peut être un critère aussi, la personne qui dit, bah, écoutez, moi je veux un croissant qui se reste. conserve jusqu'à 20h le soir, Ouais. et que je le fais le matin, Ouais. bah, à la limite, le 3 tours simple serait plus conseillé pour ce genre de produit. D'accord. Le tour simple, tour double, il va être beaucoup plus éphémère, parce qu'on est sur 25 feuillets. Ah oui, donc plus fragile. Et par exemple, moi j'ai un ami qui est à New York, Eric Bertoya, pour le citer, Ouais. mais lui, il est en Amérique, ils sont plus adeptes du 2 tours double. 2 tours double, on est sur 33 feuillets. On coupe la poire en deux en fait. D'accord. De 25 à 55, on passe à 33. D'accord. 33, 33, c'est un passe-partout, on va dire, Ok. mais qui est beaucoup moins utilisé en France, bizarrement, parce que la mode du tour double, tour simple s'est mis en place. Mais aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle avec des étrangers comme Peter Yuen, qui est à Chicago, Mhm. qui est vraiment un maître dans la viennoiserie et qui est reconnu dans le métier, lui, il fait tout en 2 tours doubles, pour ainsi dire. Et lui, il comprend pas cette logique du tour simple, tour double. Pour lui, c'est pas... Mais il Bah, parce que... Qu'est-ce qui le gêne? Bah, c'est- parce qu'il trouve qu'il n'y a pas assez de feuillets pour le Ah coup. oui, d'accord. C'est vrai que moi j'aime bien privilégier le visuel. Parce qu'au final, moi je me suis fait une politique du visuel comme ça. Alors que moi, je Mais- préfère privilégier le goût. Donc Je préfère avoir moins de feuilletage Ouais. et une mie plus Voilà. gourmande, plus filante. Donc plus- le 3 tours simple peut être Ouais. intéressant. que Par le contre, contraire. à la main, à la maison, c'est plus costaud, 3 tours simples. Alors justement, on va parler de tout ça, on va parler de tout ça. Patience, patience. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va comprendre plein de choses. C'est vraiment super intéressant, c'est super riche. C'est bon, Mais nous, toi. ce qu'on veut vraiment Mais bon, ça savoir, rentre, voilà. c'est est-ce qu'on peut faire le meilleur croissant, le meilleur pain au chocolat, comme ce que tu fais en laboratoire, est-ce qu'on peut faire la même chose à la maison? C'est ça qu'on veut savoir. Est-ce que je peux faire tes croissants là qui sont magnifiques, la même chose à la maison? Tu vas nous dire si oui ou non et comment compenser. C'est vraiment pour ça que je suis venue te voir. D'accord? On va essayer. On va essayer. Maintenant, on va parler de la recette. Donc, on va partir vraiment du début de la recette. Ben, Tu m'as dit. ce que je disais, c'est vrai que la poudre de lait, vu que c'est concentré et qu'elle est vraiment, on est concentré en goût, ça fait un petit peu là. Bon, on déplace le chien. Donc je disais, Oui. la poudre de lait. Oui. Non, c'est caractériel. Va là-bas. Ouais. Du coup là, Mais la voilà. poudre de lait. Ouais. La Alors, poudre de lait, ouais, la poudre de le- lait, elle a pas du tout le même pouvoir que le lait normal. Parce qu'au D'accord. final, ils ont concentré les goûts. Si on goûte même la poudre de lait, Oui. on a vraiment un goût fort de lait, quoi, qui n'a rien à voir avec du lait qu'on mettrait. D'accord. Et c'est vrai qu'il y a des recettes où on met les deux même. Oui. Parce que la poudre de lait va apporter, de la couleur, mais un goût beaucoup plus prononcé Ouais. que si on met du lait tout seul, quoi. Donc on D'accord. peut mettre les deux. Mais on peut coupler les deux, poudre de lait. D'accord. Donc, à la maison, par exemple, tu conseillerais une recette avec. Alors moi je pars avec- toujours sur parce que sur 1 kg de farine, hein, je parle Ouais. à 1 kg de farine, c'est plus simple à D'accord. comprendre.
Sur 1 kg de farine, généralement, on tourne entre 45% d'eau jusqu'à 50%. Ça dépend de la farine. Oui. Donc ça, on en discutera après, mais Ouais. ça dépend vraiment de la farine. Et sur ces 45% d'eau, je pars toujours sur une base de 200 ml de lait. Donc en gros, pour 1 kg de farine, je mets 200 ml de lait D'accord. et 300 ml d'eau. Et c'est l'eau en fait que j'ajuste en fonction de la farine. Mais je reste toujours sur 200 ml de lait. Et la poudre? D'accord, mais admettons on met les deux. On part sur vraiment Alors les là, deux. si tu mets les... Vraiment, on met la poudre, le lait et l'eau. Voilà, On alors veut si faire- tu mets les deux, tu mets 200 ml de lait, D'accord. ton eau pour reproduire les 45 ou 50%. Ce sont, On va d'accord. dire 300 pour 300 ml. D'accord. Et je mets en plus... Et en plus, tu mets ta poudre de lait D'accord, qui, là, elle... c'est clair. alors ça... Ok. Alors, après, voilà, ça c'est vraiment... c'est pas une obligation. Oui. Mais les deux peuvent se faire et beaucoup le font. Bien souvent, on met la poudre de lait ou on met le lait, quoi. Ouais. On met pas les deux. Mais toi, si par exemple on Mais parle ça n'a pas pas la de... même propriété. Si on parle pas de coûts, de choses comme ça, si c'est vraiment pour la... Si tu devais les faire toi-même pour toi à la maison, Ouais. tu préfères avoir les deux dans la recette? Ouais, on peut mettre les... Je préfère parce qu'en fait, le lait va apporter une rondeur en mâche qui est pas négligeable parce qu'il va apporter du gras, tout ça. Et Mais la poudre de lait la couleur, va apporter beaucoup plus en goût. Elle va renforcer le goût du lait. D'accord. Donc elle va démultiplier le goût du lait. D'accord. Donc ça va vraiment, on va dire, vraiment en mâche on a ça. Et surtout, elle va donner ce petit côté sucré pour la croûte qui va faire une belle couleur. En fait, on va avoir une belle couleur, mais ça apporte vraiment de la couleur et surtout, ça renforce le goût du lait. Donc, la levure de boulanger? Alors, là aussi, ça suivant ce qu'on va faire, mais généralement, suivant la saison, c'est entre 30 et 40 grammes, voire même 25. Moi, en été, des fois, je suis à 25 grammes. C'est très D'accord. peu pour quelque chose de riche. Ouais. Parce qu'en fait, plus on va avoir du beurre, Ouais. du sucre, tous ces corps gras et sucres D'accord. sont un ennemi, pas un ennemi, je dirais pas ça, mais c'est vrai que la levure Mais va manger admettons, beaucoup plus. admettons qu'on travaille dans une maison, mais on essaye d'avoir la même 30 grammes, c'est température. C'est-à-dire qu'à la maison, on est à 18-22 degrés. Si c'est l'été, on essaye d'ouvrir les Voilà. fenêtres, de travailler très tôt le matin pour Mais avoir... justement, on peut diminuer la levure, on peut jouer là-dessus, quoi. Mais admettons qu'on est toujours entre 18 et 22 degrés, on met combien de levure? Alors là, moi, à la maison, direct, 30 grammes. 30 grammes de levure pour 1 kilo. Ouais, D'accord. je mettrais pas plus. Moi, je suis à 40 grammes, par exemple. D'accord. Mais moi, je travaille en machine, c'est-à-dire que je fais mon tourage en machine. Donc, je chauffe moins ma pâte. D'accord. J'ai des machines qui sont professionnelles, qui ont... Donc pour un pro qui se lance dans le métier ou qui veut ouvrir une pâtisserie Ah oui, là, 40 au grammes. Canada, je sais pas, 40 grammes, c'est une bonne base. tu lui conseilles 40 grammes pour, 40 grammes, c'est pour une bonne base. un particulier Mais qui par un fait à la particulier, maison, 30. 30 grammes, voire peut-être même moins, si lui, il juge que D'accord. ça gonfle trop vite quand il travaille. D'accord. Il faut pas qu'il ait peur d'en mettre moins, et ça sera peut-être un petit peu plus long à pousser, Oui. mais au moins, il aura quelque chose de qualitatif. Il se donne le temps de travailler. D'accord. Est-ce que tu mets du beurre? Alors moi, toi, je mets du beurre dans ma pâte. Alors tu le mets fondu froid ou tu le mets en petit Je le mets en petit dé. En petit dé, Ça se mélange au tu le mets pétrissage. froid ou pas? Ah ouais, moi je le mets froid, ouais. Froid. Ouais, ouais. C'est-à-dire sorti du Ouais. froid, tu le coupes et tu le mets Voilà, je le mets dans dedans. la pâte. Ouais, je le mets froid. Donc là, je suis à peu près à... La base, c'est entre 50 et 100 grammes au kilo de farine. D'accord. Ça, c'est vraiment la base. Le plus Le simple. plus simple, c'est... Le meilleur. On Voilà. veut le meilleur. Hein. Non, On non, veut mais le vraiment plus simple, et pour moi, qui je pense le meilleur, l'œuf n'est pas nécessaire. D'accord. Pour moi, gustativement, c'est pas flagrant. D'accord. Non, ce qui est important, c'est de mettre le lait. Mais alors, il y en a qui vont mettre 100% lait. Oui. Le problème, c'est qu'on va avoir, alors si on met 100% lait, je diminuerai le beurre que je ramènerai dans ma pâte, D'accord. parce que en fait, on risque à affaiblir le gluten en fait. Parce qu'au final, ce qui est le plus important dans un croissant, et on va en parler tout à l'heure, mais c'est vraiment d'avoir un beau gluten, parce que c'est lui qui va faire toute le gonflant de la D'accord. viennoiserie. D'accord. Et c'est vraiment notre allié pour avoir un beau gonflant. C'est pour ça qu'on, sans avancer trop vite dans l'affaire, mais c'est pour ça qu'on cherche des farines très riches en gluten. D'accord. On ne D'accord. peut pas se permettre de faire des croissants avec une farine très pauvre en gluten. Alors justement, ça tombe très bien parce Voilà. que ça nous amène, comme on est toujours dans la recette, ça nous amène à la farine. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que tu choisis tes farines? Je vais acheter une farine adaptée pour faire mes croissants ou mes pains au chocolat. Qu'est-ce que je regarde en premier sur le paquet?
Et c'est vrai qu'on cherche des taux de protéines assez conséquents. Assez élevés. On parle de farine de gruau, alors c'est un peu galvaudé comme nom, parce que gruau, la vraie gruau, il y en a qui disent que ça n'existe plus, tout ça. Bon, voilà. Généralement, c'est une type de farine qui s'appelle gruau. Et gruau, on peut avoir du type 45 et du type 55. Les deux sont bons, après c'est la granulométrie qui change. Mais déjà, il faut partir sur une type gruau qui est généralement, on appelle ça nous dans notre métier un W, qui a un W quand même assez conséquent. Alors les W, ça n'existe pas. Ça existe chez les pros, mais ça n'existe pas chez les particuliers. Il faut vraiment avoir trop de protéines, généralement entre 13 et 15. D'accord. 13 et 15 grammes par 100 grammes ou 13 et 15 c'est en pourcentage le taux, il est marqué en chiffres comme ça, 13, 15. Ah oui, d'accord. Voilà, D'accord. Et là, généralement, mais déjà si on part sur une farine de gruau type 45, déjà c'est obligé, déjà que c'est un 13. Voilà. Après, c'est vrai que tu parlais des pays. Ouais. C'est vrai qu'on va aller en Italie, par exemple, ils appellent ça la Manitoba. Oui. Là, c'est vraiment des farines à panettone qui ont un fort taux de protéines. D'accord. Parce que là, on est vraiment sur du gluten costaud. Par exemple, moi à la maison, j'ai un W300 quelque chose. Est-ce que c'est trop fort? Non, c'est pas trop fort. Là, on est bien. On est bien. On est bien, mais il faut faire attention justement de pas être dans l'excès. C'est-à-dire que des fois, c'est ce que je dis à certains sur ma chaîne YouTube. Des fois, c'est vrai que il faut arriver à faire des fois des mélanges. Oui, pour trouver le bon. Pour trouver le bon dosage, parce qu'en fait, si on est sur des farines trop fortes, on va avoir quelque chose de caoutchouteux, qui est pas fondant en bouche. Ouais. Et on va avoir même quelque chose qui va déchirer ou qui va être trop fort. Mm-hmm. Alors que voilà, il faut trouver. Des fois, il suffit de mettre 70% de cette farine que tu parles, là qui est très forte. C'est-à-dire là, oui, voilà, et mettre 30%, W300. voilà, et de mettre 30%, je dirais, d'une farine passe-partout type 55. D'accord. Farine qu'on trouve dans les commerces. Du coup, pour qu'on comprenne très bien, pour que ça soit super clair pour tout le monde. Voilà, j'ai envie de dire le b.a.-ba de la pâte à croissant, d'ailleurs, dans beaucoup de recettes. Oui. Pour commencer correctement, j'ai envie de dire. Pour commencer, oui. C'est de prendre une farine type 45 ou type 55 gruau. Parce que c'est souvent marqué gruau. Mais sinon, si c'est pas marqué, pour pas se tromper de la type 45, c'est une farine dite forte, qui est souvent utilisée. Parce que souvent, ce qu'on trouve, c'est, bon, admettons, j'aime pas cette marque, mais bon, la Francine T45, on prend ça. Alors, on prend ça. T45. Et on prend à côté une Francine type 55. D'accord. Et là, en fait... Sans que ça soit forcément gruau. Je prends T45, T55 et j'essaye de faire un mélange. Je prends une farine à tout usage. Voilà. Tout usage, voilà. Ok. Généralement, je sais pas si c'est marqué ça. Ouais. Tout usage. Et la type 45. Et quand on rentre à la maison, quand on va faire notre recette, on met moitié-moitié de ces deux farines. D'accord. Et on voit ce que ça donne. C'est un bon début. C'est la base. Ça peut très bien marcher du premier coup. Et si on sent que justement, alors ça arrive des fois, j'ai des questions où les croissants sont un peu plats, ne gonflent pas comme il faut, n'ont pas donné ce qu'il faut. Alors ça peut être une erreur de pétrissage parce qu'il y a un pétrissage à donner. D'accord. Mais ça veut dire aussi peut-être que la farine qu'on a mis tout usage n'a pas vraiment un gros pouvoir gonflant. Donc on met plus. Donc à ce moment-là, on peut partir sur du 70% de type 45 et 30% de cette farine. 100%, alors, c'est très rare. C'est plus pour gagner en gonflement, on va dire. Voilà. En c'est ça va être la structure. Ça va être la structure. Ouais. Et la T55, c'est ce qui va amener plus de feuilletage. Surtout dans une mâche fondante qui va donner de l'extensibilité, qui va... En fait, parce que le problème, c'est que si on met que de la type 45, surtout quand on travaille à la main, on a tendance à avoir trop d'élasticité. Voilà, et à avoir un gluten très... parce qu'en fait, le gluten, c'est un muscle. Hein. C'est comme je dirais, un muscle. Plus on va le travailler, plus il va se raidir, et on est obligé de lui laisser pas mal de repos. D'ailleurs, il ne faut pas hésiter, un repos à chaque fois. Parce que sinon, on a le gluten. Alors, c'est vrai que le froid plus le repos aide le gluten à se calmer. Voilà, à le détendre. Mais c'est vrai que du coup, arriver à trouver le bon dosage, j'ai envie de dire, c'est peut-être la clé numéro 1 d'une bonne viennoiserie. Et moi, j'ai des gens qui me suivent sur YouTube
qui aujourd'hui ont réussi à trouver leur réglage et qui sortent des croissants Magnifique. magnifiques. Ouais. Donc c'est ça, à la maison, il faut vraiment, ça c'est la première clé Voilà, trouver une de la bonne farine, réussite voilà. d'un super croissant, Bah, en fait, super pain au moi chocolat, je travaille avec trouver le bon dosage. Voilà, en moi je travaille avec un petit meunier du Tarn et c'est vrai que la chance que j'ai moi maintenant aujourd'hui, c'est que il m'a accompagné dans la découverte de ma farine. Ouais. Et aujourd'hui, quand je travaille mon produit, que ce soit croissant, pain, Ouais. tout, je connais mes farines. Et j'en ai encore à apprendre. Hein. C'est la seule label rouge. C'est la seule farine type 45 labellisée rouge, D'accord. label rouge Oui. en France. D'accord. Donc c'est vraiment c'est une farine haute qualité Très haute qualité. et qu'on peut retrouver d'ailleurs dans nombreux magasins parce que lui Ouais. il sert un peu partout. Et cette farine, c'est quoi alors? C'est de la gruau 45? Oui, oui, oui. Alors en C'est plus, quoi comme farine? alors c'est une farine de gros type 45, mais en Type fait elle a cette particularité, elle est très très fine. En Très, très mouture, fine. elle est Ouais, très très, elle a très une fine. mouture très fine. Et elle absorbe beaucoup d'eau ou Et on pas a beaucoup vraiment- justement? Elle est, Elle boit beaucoup ou pas? oui, elle va boire plus qu'une farine normale, puisque bien sûr, elle a vraiment un pouvoir très fort. Moi, je sais que c'est une farine maintenant qui m'est plus inconnue, mais c'est vrai qu'au début, on peut être surpris. C'est pour ça que dans les recettes, souvent, je mets plus ou moins le litrage. Alors, c'est vrai que des fois, les gens ils veulent des recettes sûres et établies. Mais malheureusement, dans la viennoiserie, on peut pas parce que c'est du vivant en fait. voilà, c'est du vivant et chaque farine va boire différemment. On peut C'est passer ça, de c'est 45% à Donc la première clé, c'est vraiment c'est la farine. trouver le bon dosage Ouais. de sa farine, c'est-à-dire entre la 45 et la 55, c'est de voir vraiment, Voilà. trouver le bon dosage. Ça peut être une 45 faible aussi, puis ça sera du 100% C'est ça. en 45. hein. Ça, c'était pour les particuliers. Ouais. Pour les pros, Bien souvent, les recettes traditionnelles, c'est du 50-50. Mais c'est vrai que ça dépend après si on veut vraiment pousser le curseur à choisir quelque chose. admettons, comme pour le particulier, s'il part sur un début, Voilà. une base, 50-50. une première base, il part 50-50, voilà. une 45, une grue 45 Ouais. et une 55, c'est ça? Ouais. Et c'est après, ça. il voit, Et après, il s'adapte. alors, il y en a beaucoup qui travaillent de la tradition. Là, tout à l'heure, je disais de farine tout usage. Ouais, Mais bien souvent, on est sur 50% de gruau, 50% de tradition. d'accord. Parce qu'on veut vraiment quelque chose. Alors après, j'en connais aussi qui font 100% tradition. Oui. Après, on adapte. Alors, justement, je voulais qu'on parle de la farine tradition. Pour beaucoup de recettes, moi-même, la recette de mon école Ferrandi, c'est tradition et gruau. Qu'est-ce que ça apporte en plus, la tradition? En fait, en 93, on a voulu mettre une farine absente d'additifs. Dans les années 80-90, beaucoup ont voulu chercher, il y avait un plan, il y avait une volonté de bien refaire les choses et de bien manger. Et c'est vrai qu'on a 93, ils ont sorti un label, ce qui s'appelait une farine, qui s'appelait la farine de tradition. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui sont entrés en jeu là-dedans. En fait, la farine de tradition, c'est vraiment une farine qui ne contient aucun additif. Elle n'est pas neutre, bien sûr, on peut rajouter un peu de gluten, tout ça, mais il n'y a pas d'acide ascorbique. L'acide ascorbique est interdite. Alors, l'acide ascorbique, c'est pas un poison en tant que tel, mais disons que c'est un correcteur, on appelle ça. C'est un correcteur de farine. On la laisse Donc nature, quoi. là, il y a aucun correcteur. C'est juste des correcteurs naturels. C'est-à-dire qu'on va rajouter un peu de gluten à certains trucs. On peut rajouter un peu de malt, mais ça reste des correcteurs naturels. D'accord. Et en fait, c'est aujourd'hui, voilà. Et aujourd'hui, on va dire que c'est la farine la plus pure. Enfin, c'est le pain le plus naturel dans une boulangerie lambda. Quand on met la farine tradition dans un croissant ou dans un pain au chocolat, c'est pour apporter le côté naturel. Voilà, ça améliore. On peut même aller jusqu'au-delà. On peut aussi partir sur des farines bio qui n'ont pas de traitement chimique. Voilà. Donc c'est vraiment pour avoir quelque chose de plus naturel possible. Voilà. Mais ça va pas apporter un plus sur le feuilletage ou sur. Non, ça n'apportera pas plus, mais on est vraiment sur un côté, voilà, quelque chose de sain. De sain. Parce qu'il y a vraiment un cahier des charges bien strict, la congélation est interdite, il y a vraiment un cahier des charges. C'est vrai que si on veut vraiment avoir quelque chose de qualitatif, la baguette de tradition, si elle est respectée, j'espère, on peut y aller les yeux fermés, c'est... Voilà. Et la farine tradition, c'est du T65, c'est Alors ça? c'est bien souvent du T65, ça existe en T55 mais c'est rare quand même. Oui, d'accord. Mais c'est bien souvent du T65. Après ce qui peut changer, je parle pour moi par exemple avec mon petit meunier Moulin Maury ça s'appelle, eux ils sont partis sur du label rouge.
Donc moi, il y a un cahier des charges encore plus strict au niveau de la traçabilité des blés. On est sur des blés, ce qu'on appelle CRC, tout ça. Enfin voilà, on peut remonter jusqu'à la source. D'accord. Et c'est des blés vraiment sélectionnés pour leur qualité de panification et puis voilà, il y a vraiment un critère. Alors j'ai pas le cahier des charges, mais vraiment strict, voilà. Quoi. Disons que c'est du label rouge. Généralement le label rouge, c'est vrai qu'ils sont assez stricts. Donc le meunier, lui, quand il te conseille une bonne farine, pour lui, c'est quoi les critères d'une bonne farine? Ah ben c'est une farine justement respectueuse de l'environnement. Ça peut être ce qui maintenant c'est j'allais dire une mode, mais oui on peut dire c'est les farines CRC, c'est-à-dire les farines où elles sont tracées, farines tracées. Donc on sait vraiment d'où qu'elle vient. Il y a vraiment un cahier des charges beaucoup plus strict. Après, si je suis n'importe où dans le monde et que je veux acheter une bonne farine, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Moi j'ai envie de dire presque le plus simple, si on va par là, ça serait même de se rapprocher de son boulanger. D'accord. Parce que c'est vrai que même dans le monde entier maintenant, il y a des très bons boulangers, pas forcément français, parce qu'on est souvent chauvin. Dans le monde entier, on a des superbes viennoiseries et pourquoi pas se rapprocher de leur demander de la farine, parce qu'on a souvent tendance à dire je trouve pas ça, mais moi personnellement, aller à la source au final. C'est ce que je fais, j'achète mes farines quand je veux faire des viennoiseries à la maison. Si le boulanger il est dans le partage, voilà, mais tout à fait, si le boulanger est dans le partage, il n'y a aucun souci. En général, ils sont contents, ils disent jamais non. Même pour la levure. Par contre, des fois, ils vous disent appelez-moi un peu avant pour que je vous la prépare. Voilà. Donc appelez avant d'aller chez le boulanger, je pense qu'il vaut mieux appeler au téléphone. Ouais, c'est toujours plus facile parce qu'on n'a pas toujours le temps. Mais c'est pareil, j'ai envie de dire, il y a 2 ingrédients qu'on peut vraiment facilement avoir chez notre boulanger, enfin chez son boulanger. C'est la farine, bien sûr, parce qu'on n'y pense pas forcément, mais la levure aussi. Parce que souvent on me dit, j'arrive pas à trouver de la levure de boulanger. On peut acheter un feuilletage chez notre boulanger. Bien sûr. Enfin, là aussi, ça dépend du boulanger. Par exemple, toi, si je viens de te voir, tu me vends ton feuilletage? Sans problème. Ah oui, d'accord. Et comment tu le vends? En bâton de 1 kilo? Généralement, soit la personne dit, alors moi j'essaye de juger un peu, mais c'est assez rare quand même parce que les gens ils aiment bien se le faire, mais sinon ils me disent ça sera pour une tarte de 8, donnez-moi 200 grammes, 300 grammes. D'accord. Ou alors même, je vais même plus loin, des fois je leur donne en rouleau. Oh mais c'est génial. Comme ça ils ont plus qu'à le déplier et au pire se le réétaler un petit peu. Parce que de toute manière, mais ça c'est clair. Même le chocolat, je veux dire, tout peut se faire. Bien sûr. À partir. Enfin, voilà. Bon, en tout cas, voilà. J'espère que le message est passé, messieurs, les pâtissiers et boulangers, et mesdames aussi, parce que, attention, il y a de plus en plus de femmes pâtissières. Ah, bien sûr. D'ailleurs, moi, mon slogan, c'est « Développe ta passion comme un chef voilà. ». Et c'est vrai que je devrais mettre chef pour, voilà, pour les hommes et pour les femmes. Et moi, la chef pâtissière chez moi, c'est ma femme. Ah ben voilà, c'est ça. Chacun son domaine. Moi, je suis en boulangerie. Madame, elle est en pâtisserie, qui est boulangère d'ailleurs, parce qu'elle aime bien le revendiquer. Alors maintenant, j'aimerais qu'on parle de l'eau. Est-ce que l'eau, j'ai remarqué, mais bon, je me trompe peut-être, que quand je mets, parce que chez moi j'ai un petit filtre à eau, et quand je mets de l'eau filtrée ou de l'eau au robinet, il y a une petite différence sur le pâton. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis pas rentré dans mais je sais que l'INBP qui fait beaucoup de recherches avec l'EMPA, il y a un groupe de recherche. Ils avaient fait une étude là-dessus, justement sur les eaux, ce qu'on appelle les eaux dures, les eaux douces, tout ça. Et c'est vrai que ça a une incidence sur, moi, je trouve que ça a une incidence, sur le pétrissage, ça a une incidence. Alors c'est pas non plus. Minime, voilà, bon, moi je sais que perso. Alors c'est là que c'est marrant parce que. Toi, comment tu mets? Tu mets de l'eau normale? Moi j'ai de l'eau ici, alors j'ai la chance d'être en moyenne montagne. montagne. Parce que c'est vrai que c'est magnifique. Et on a vraiment de l'eau. Au pied des Pyrénées. Ben ouais, c'est de l'eau, c'est l'eau du robinet, elle a pas le goût d'eau de javel, elle a pas. C'est vraiment de l'eau de montagne. Voilà. Du coup, est-ce que tu préconises de mettre de l'eau minérale? Je préconiserais, je pense, si vraiment on veut avoir quelque chose. Alors là, on prend une eau plate minérale, eau de source. Voilà, de l'eau de source. C'est mieux. Si on peut, c'est mieux. Ouais, moi je pense. Après, bon. C'est pas ça qui va faire. Je pense pas, mais bon, si on veut. Je pense. Le sel et le sucre, est-ce qu'il faut les acheter le plus fin possible? Parce que moi, je fais dissoudre dans l'eau. Je trouve que c'est mieux parce que suivant la grosseur. Mais qu'est-ce que tu en penses? Peut-être que je sais pas. Peut-être. Après c'est pareil. Dans le pain, on peut mettre du sel de Guérande, tout ça, des sels qualitatifs. Oui. Moi là, bon, dans la viennoiserie, je vais être honnête, on met du sel. Le plus classique possible. Voilà, on peut. Après, ça dépend où c'est qu'on est. Mais tu mets directement dans. Ah oui. Tu ne fais pas dissoudre. Non, pas du tout. Non, pas du tout.
Et Non, le non. sucre raffiné Sucre, normal. oui, sucre normal. Semoule, voilà, Sucre parce semoule. qu'il y a le sucre cristal Ouais. en commerce, je parle de commerce normal, Ouais, hein, cristal. non. Vaut mieux le sucre semoule. Et si je veux mettre du sucre brun parce que c'est plus riche en fibres, ça a une Alors, on proportion peut. un peu- Moi, j'ai par exemple, à la Coupe du Monde, j'avais fait une spécialité parce que je devais faire une chocolatine normale et une chocolatine travaillée, revisitée. D'accord, Et je l'avais fait au sucre muscovado. Donc, Oui. c'est un sucre Oui, mexicain tout à fait. qui Il y a a un la peu de partie. caramel, Voilà, hein, qui un a peu- qui qui a a un goût, réglisse, un peu ouais, réglisse. ouais. Alors, il faut faire attention parce que la particularité de ce sucre a un pouvoir sucrant beaucoup plus supérieur qu'à. C'est un sucre semoule. D'accord, Donc il Il faut faut des fois adapter les les. doses, C'est mettre comme un le peu miel. moins. Le miel, il a un pouvoir sucrant, on dit à Ouais, peu c'est près vrai de que le miel, 1,5 supérieur. Mm. Donc c'est vrai que moi, par exemple, si je mets du miel, T'enlèves le sucre. si je mets 20 grammes de miel, ça équivaut à peu près à 35-40 grammes. Donc il faut faire les tests. Ouais. Le sucre muscovado, lui, il a la particularité, c'est le sucre le moins raffiné au monde. Ouais. C'est-à-dire que c'est le sucre le plus pur. Ouais. Et alors, je m'ai bien donné cette anecdote quand je l'ai fait pour moi la Coupe du Monde. C'est le sucre aussi qui donne pas de carie. Ah C'est oui. Il donne aucune carie. Et ça, Donc donc, bon, du c'est coup- marrant. Du de- coup, quand tu l'utilises pour tes croissants, c'est vraiment ça apporte un super goût. Ah bah déjà, ça apporte une couleur. Hum, On va avoir une pâte très marron. D'accord. Donc déjà, la couleur de la pâte, elle est assez marrante. Elle va avoir une couleur très chaude. D'accord. Donc déjà, on est interpellé par ça. Et après, on a vraiment un goût très chaud, j'ai presque envie de dire, parce que même si c'est un côté réglissé, mais il y a un côté vraiment Sympa, quoi. caramel réglissé qui est vraiment... Donc à essayer. T'as Ouais. déjà essayé ça. Ah non, c'est hein. sympa. Il y a même le beurre, le sucre noix de coco. Ah oui, oui. Ça, Ah, lui, ça, encore c'est plus génial. caramel. Ouais. Et ça, bah, après, ouais, on peut jouer sur les... Et est-ce que tu pourras nous donner une recette avec le sucre muscovado? Ben, en fait, le sucre muscovado, moi, Une recette de croissant? c'est vraiment... c'est-à-dire qu'au lieu de mettre 120 grammes de sucre semoule, Oui. on peut déjà démarrer sur du 100-120 grammes, si vraiment on veut, ça dépend. Moi, j'étais resté sur le même, parce qu'on m'avait dit, attention, Ouais. le sucre muscovado, Il faut réduire. il a un gros pouvoir sucrant, voire double que le Ouais. sucre normal. Ce qui est vrai, oui. Quand j'ai fait les essais, ça m'a pas choqué. Donc Et tu as gardé les mêmes... je suis resté sur la même C'est-à-dire, proportion. Au lieu de mettre 120 grammes de sucre en poudre, tu as mis 120 grammes de... Et c'est bon. Tout à fait. Et la cuisson, tu as joué sur la cuisson ou pas du tout? Ben, non, mais visuellement, je la connais plus ou moins, ma cuisson. Je sais que moi, c'est tant de minutes. Donc, si c'est moins, c'est... Mais par contre, c'est vrai qu'il faut faire attention parce qu'on visuellement, on a l'impression que c'est... Voilà, donc Donc, il peut-être faut réduire un peu. vraiment- Mais ça m'avait pas choqué, j'avais pas eu de... Ah bah je vais essayer. J'avais pas eu Vache, de- Là, en rentrant, j'essaie. Et je vous dis. J'avais pas eu de retour... Voilà. Mais si, pour partir sur une base, on met du Ah, sucre normal, Sucre semoule. comme tu le disais Voilà. tout à l'heure sur la recette. Tout simplement. Pour 1 Après, kilo, 60, 120, 120 grammes. pour 100, un kilo. entre 120 et 140 grammes, ça dépend aussi là. Ouais. D'accord. Il y en a même qui mettent 110 grammes. Après, ça dépend vraiment. Ouais. C'est propre à chacun. Trop de sel dans la pâte levée feuilletée, ça fait quoi en fait? Alors, nous, on est à 20 grammes. Ouais. Parce que c'est. Alors là, dans les croissants, c'est un exhausteur de goût. Mm. Donc c'est vrai que si on. Et on peut même monter jusqu'à 25 grammes. Mm. Mais pas dans la logique de vouloir mettre du sel. Hein. C'est vraiment. Mais à Ça part- va vraiment faire ressortir le. Ça va révéler le goût du beurre. Ça va vraiment. Mais à part sur le goût, est-ce que ça peut sécher la pâte? Est-ce que ça peut apporter d'autres... Alors le sel, en fait, il va donner de la force à la pâte. C'est-à-dire D'accord. qu'en fait, il va renforcer le gluten. D'accord. Il a un pouvoir, la couleur. En fait, le sel, là encore, il rentre aussi dans la couleur comme le sucre. Parce que tout à l'heure, tu me disais que l'ennemi... Ouais. Comment Bah, tu en fait, dit? Tu l'avais bien dit. là, bah, celui ouais, ce qui agresse le gluten. qui agresse. Ouais, le gluten, c'est surtout les corps gras, tout ce qui est corps gras, sucre. D'accord. Disons que ça affaiblit le gluten, c'est surtout ça. Pour ça que je dis l'ennemi, mais c'est vrai que pour ça que dans par exemple, tout ce qui est brioche, sur une brioche, l'appellation brioche, on est au moins sur 40 voire 50%, voire plus, de beurre en incorporation pour 1 kg de farine, ce qui est énorme. Et c'est vrai que si on n'a pas une farine forte, le gluten il est de Il est suite mort. désagrégé, et c'est vrai qu'on a besoin d'une farine qui retienne tout ça. Donc, ce qui agresse le gluten, c'est Tout ce qui est corps gras, gras, sucre, et sel. le sel non, le Non, sel pas non, le sel, au contraire. sel c'est pas non parce Non, que le sel sel, justement non. lui il va renforcer tout Il ça. va renforcer. D'ailleurs si on a oublié de mettre le sel, on le sent de suite parce qu'on a une pâte qui a pas de force, D'accord. ce qu'on appelle nous la pâte de force. D'accord.
Je pense que c'est 25 grammes grand maximum si on veut vraiment faire quelque chose qui ressort. 25 grammes pour 1 kilo. Pour 1 kilo. Alors je l'ai jamais fait, Ouais. mais je dois le faire parce que c'est un copain qui m'a donné l'astuce. Ouais. Oui, mais apparemment on révèle encore plus le D'accord. croissant. Parce que toi, tu es à combien? Moi je suis à 20 grammes. Toi, tu es à 20 grammes. Mais généralement on se situe entre 18 et 20 grammes. C'est vraiment on va dire, ça reste des bases quoi. Le rôle du miel dans la recette, Alors, on voit que dans ta recette, tu mets le miel ouais. parce que ça... Alors c'est pareil, il faut faire attention parce que c'est toujours des produits qui peuvent être mal interprétés pour certains. Parce que c'est vrai que le miel, on aime ou on n'aime pas. Là, moi, je suis sur un miel millefleurs, enfin un truc très... Miel d'acacia, voilà, par miel exemple. d'acacia. C'est celui qu'on trouve. Voilà, il faut vraiment avoir quelque chose de neutre. De neutre. Pas un miel de châtaignier, par exemple. Oui, ou de sapin, quoi. Mais on peut aussi, si on l'aime nous. Oui, mais je veux dire, voilà. Après, on veut peut le jouer goût du croissant, on veut pas le goût du miel. Mais c'est vrai que j'ai déjà fait, j'ai même mis de la fève de tonka dans les croissants de ça, et de suite on n'est plus du tout sur... Alors j'ai pas osé, je voulais le faire, et j'ai eu Ah non, peur ça marche d'être très bien. écœurée, parce que moi au bout d'un moment ça m'écœure un peu. C'est très fort. C'est très fort. Mais c'est vrai que le miel, au-delà du goût, il a un effet de conservateur. De conservation, d'accord. Ça va être vraiment quelque chose qui va... En fait, c'est un sucre inverti, on appelle ça. Ouais. C'est un sucre qui va apporter de la conservation, surtout. D'accord. Bon, en si peu de poids, c'est pas non plus... C'est pas ça qui va être flagrant, mais ça apporte un plus. D'accord. Ça peut être un plus ou ça peut être un moins. C'est pour ça que c'est des produits, j'ai envie de dire, voilà, on aime ou on n'aime pas. Mais oui. il faut faire attention. Et c'est vrai que nous... Il faut pas penser qu'à soi, en fait. Oui. Moi, j'aime le miel. Oui. Mais je me suis dit, c'est vrai que voilà, moi c'est neutre. il faut que je sois neutre. Oui, voilà. Il faut que je plaise au plus grand nombre. Et du coup, le miel, j'ai arrêté. Mais c'est vrai que le miel, il peut avoir un effet sympa pour la conservation, pour le goût. C'est surtout pour ça, la couleur aussi. Donc, on a fait le miel. Bon, je crois qu'on a fait le tour de la recette. Hein, c'est bon. Là, on va passer au tourage. D'accord. Enfin, moi, je me suis rendu compte qu'avec la même recette, la même méthode de travail, le même poids, on avait une sacrée différence sur le visuel, rien qu'en changeant le beurre. Quoi. On me rappelle que tu fais des croissants vegan chez toi, donc, et tu me disais que tu peux très bien réussir un croissant avec du lait d'amande. Ah, c'est une margarine qui a été étudiée depuis longtemps. C'est quoi la marque? Moi aujourd'hui, mon rêve, et c'est ça, hein, que c'est pour ça que je viens de te voir, c'est de réussir du très haut de gamme sans beurre de tourage. Bon, admettons, nous, c'est pire, parce que nous, c'est un beurre ménager. Moi, au final, c'est le même. Hein. Ça va une plasticité, mais... On va en arriver là, au beurre de tourage, parce que ça, c'est la question à 3000 balles, quoi. Donc, pour le beurre, la question à 3000 balles. S'il te plaît, dis-nous si on peut avoir des croissants comme les tiens, se rapprochant des tiens à la maison, sans beurre de tourage. Est-ce que c'est possible pour toi? Bien sûr, oui. Et si donc on respecte tout ça, avec un beurre Poitou-Charentes, on peut vraiment avoir un super feuilletage. Sans problème. Sans problème. Sans problème. Entre 14 et 16 degrés, c'est le top. Quoi. Si en fait, une pâte à croissant qui est bien froide, quand vous donnez un coup de couteau au moment de la découpe, il faut aucun rétrécissement. Est-ce que tu as une technique ou une méthode pour aider les gens à comprendre que les deux sont à la même consistance? Moi, le pâton, de toute manière, lui, quand on va le travailler, on le sort automatiquement du frigo. On le laisse pas du tout réchauffer. Alors non, parce que là, du coup, on va pas pouvoir, on va péter le gluten. C'est souvent ce qui arrive, c'est le marbrage. Je le fais hérisser les poils à certains, mais je prends très rarement la température de ma pâte pour les croissants. Contrairement au pain où je prends tout le temps la température de la pâte. Alors moi je suis pas du tout d'accord parce que la fermentation on n'en veut pas et là on sera exactement la même plasticité des deux. Elles vont être beaucoup plus longues à former le réseau. Le réseau du gluten. Voilà, parce qu'en fait il va falloir étirer ces protéines. Là on va parler maison, on va faire amateur et professionnel parce que là il y a deux choses différentes. Là notre contrainte c'est la levure. En gros c'est ça. Le patron c'est nous. La levure tu travailleras quand je te le dirai. Les petits pois. C'est quoi la planche de petits pois? La poche de petits pois. Ah, la poche de petits pois. Et en fait, ça va faire un coussin bien réparti. C'est parce que c'est des billes. Hein. Bah voilà, il y a plein de billes. En fait, ça fait plein de petits glaçons. Ah bah super astuce, merci. Et ça, c'est de l'astuce, hein, ça c'est cool. Disons que ça va permettre d'avoir ton pâton qui va refroidir vite fait et partout. Alors là, j'en sais rien du tout là. Là, c'est trop technique là. Pas trop. Enfin, ce que j'aime bien, c'est voilà, c'est pas chimique.